Donc je passe la parole à Jean-Pierre. J'allais prendre mon temps d'universitaire. Oui, donc je me présente très rapidement. Je suis à la retraite. J'étais donc enseignant-chercheur à l'université de Rennes 1 et ma spécialité c'était de faire des recherches dans le domaine de la stratégie d'organisation de tout type, et en particulier des organisations sanitaires, puisque j'ai été détaché pendant une quinzaine d'années à l'École nationale de la santé publique, EHESP aujourd'hui, et qui forme tous les directeurs de l'hôpital de France. Voilà. Mes recherches se sont élargies dans d'autres domaines, bien sûr. Alors, on m'a demandé de faire un propos sur santé et industrie. Et je vais tenter de rapidement. Il y a eu une désindustrialisation très forte de la France depuis pas mal d'années, sachant que qui dit désindustrialisation dit industrialisation avant. Ça correspondait à ce qu'avait proposé à la fois le Parti communiste français après-guerre et puis le mouvement gaulliste qui a été obligé de suivre dans les nationalisations, etc. Vous connaissez ça par cœur, je pense. Mais il faut savoir quels étaient les principes qui a permis cette industrialisation pour ensuite savoir quel type de solution on peut prendre. Alors, d'abord, il faut bien voir que ces principes collent tout à fait avec les caractéristiques anthropologiques de la France, des organisations économiques, à commencer par l'énergie, avec des centres de recherche, avec des formations spécialisées de l'ouvrier jusqu'à la grande école, une ou deux grandes entreprises de la taille de la France, qui correspondaient à la taille de la France. On ne cherchait pas à l'époque d'avoir des tailles internationales, parce que plus on cherche à faire des grandes sociétés internationales, plus ça pompe de moyens et moins il y en aurait. Il y en a suffisamment pour les autres secteurs. Et puis une myriade de petites et moyennes entreprises qui alimentent l'ensemble de ces grandes entreprises avec des contrats à très long terme, ce qui permettait effectivement une recherche-développement de qualité. Et puis, sur le plan géographique, ce n'était pas fait n'importe comment. Toutes ces grandes entreprises, ces PME, étaient distribuées sur l'ensemble de la France. Donc ça permettait un aménagement du territoire qui permettait une unité politique de la France. Bien. Alors, bon, il y avait une souveraineté nationale en termes économiques et donc politiques. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, que beaucoup de Français pensaient qu'en votant, eh bien, ils pouvaient avoir un poids sur la politique nationale. Alors, à partir des années 80, même, bien avant, même, je dirais, destruction du tissu industriel, de fait, depuis la déconnexion entre le dollar et l'or, qui a permis une corruption généralisée pilotée par les États-Unis d'Amérique. Alors ça a commencé avec Pompidou, puis ensuite avec Giscard, avec Mitterrand et Fabius, et puis aujourd'hui avec la mainmise totale de Washington sur le pilotage économique, politique et étatique de la France et d'autres pays européens. C'est ce qu'ils ont appelé le French bashing à un moment donné, après que Chirac ait refusé d'aller en Irak. Et donc ils ont remis la main sur la France d'une manière très, très dure. Et en plus, avec l'entrée de la France dans la zone euro, il faut bien voir que la zone euro a été pilotée par les États-Unis. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vu effectivement les secteurs économiques s'éteindre les uns après les autres.
avec un avantage quasi exclusif avec l'Allemagne, en faveur de l'Allemagne, à qui on a donné comme mission d'exporter de telle manière que l'euro reste à peu près stable par rapport au dollar, et uniquement par rapport au dollar. Bien. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, abandon des acteurs stratégiques, des secteurs stratégiques de la France. Vous avez sûrement entendu parler à l'époque de la Compagnie Générale de Radiologie, hein, donc rachetée par les Américains, par General Electric. Aujourd'hui, il n'y a plus de grandes entreprises françaises dans ce domaine-là. Il y a bien Thales, mais qui sert de recherche-développement pour Siemens et Philips, qui font, eux, du montage et de la commercialisation. Et à côté de ça, vous voyez entrer des grosses entreprises asiatiques, comme par exemple Samsung et dernièrement Toshiba. Alors, les entreprises françaises, petites et moyennes, eh bien, sont poussées vers des secteurs de niche, hein, des marchés de niche, hein, et ne sont désormais quasiment que des sous-traitants. Alors, ça a entraîné quoi? Un pompage énorme, hein, des budgets d'État, d'où l'augmentation des dettes, un pompage des flux financiers des collectivités locales, hein, qui sont aujourd'hui asphyxiés. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un des PEP, parce que je suis aussi au PEP de Petit-Armor, une grosse association qui fait 570 salariés. Eh bien, on fait de la protection sociale et on s'aperçoit que le gouvernement, tout dernièrement, a décidé de reprendre les moyens de la protection sociale en les pompant vers l'État. On sait où ça va aller. Si vous avez le temps, vous pouvez venir à la manifestation qui aura lieu samedi prochain à Rennes. Et puis, les pompages des budgets alloués à la sécurité sociale, et la casse de service de l'État avec corrélativement une organisation de l'État policier. Comment faire accepter ce décalage, si je puis dire, ce retrait sans État policier, et puis je dirais même avec relégation des hauts fonctionnaires qui sont aujourd'hui doublés par McKinsey. Un peu ce que nous faisions, nous, en Afrique, lorsque on envoyait nos fonctionnaires, on appelait ça des coopérants. Aujourd'hui, en France, ça s'appelle McKinsey. Avec RDR, tout ça, bien entendu, une explosion des charges de travail. Alors, détaillons maintenant sur le plan sanitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Le domaine sanitaire et social, médico-social, a été pris en tenaille de deux manières. D'un côté, par un déremboursement au niveau du forfait hospitalier, au niveau de la médication, etc. Ce qui fait que ça a créé un marché important pour les complémentaires qui ont pris de plus en plus le pas. Et quand on regarde quelles sont les grandes sociétés complémentaires, pratiquement toutes appartiennent à des fonds américains. Je dirais même que dernièrement, il y a sûrement des enseignants ici, la MGEN, on a reçu dernièrement deux cartes, hein, la carte vitale plus la carte MGEN, et ça, c'est le début du démantèlement de la MGEN. Ensuite, ça c'est la première remarque. Deuxième élément de la tenaille, diminution des moyens hospitaliers, en particulier par l'intermédiaire de la T2A, en particulier par la tarification à l'activité, qui a pour objectif, effectivement, de faire en sorte qu'un jour ou l'autre, on soit remboursé à l'individu, au malade, et non plus collectivement. Alors ça vient de DRG américains qui ont été copiés
copié en France sur le terme de GHM, groupement homogène de malades, aujourd'hui T2A. Alors on pourra en parler longuement parce que j'ai fait partie des groupes qui ont travaillé là-dessus, y compris aux États-Unis. Bien. Alors du coup, à partir du moment où vous avez le secteur public hospitalier qui se rétrécit, vous avez un nouveau marché qui se crée et vous sont arrivés en ces cas-là plein de cliniques. Alors en fait, il y avait déjà des cliniques privées qui étaient tenues par des médecins. Ils ont été mis en bourse par Sarkozy et payés par l'État. Et une fois mis en bourse, rachetés par du capital américain. Pratiquement toutes les cliniques et hôpitaux privés à but lucratif en France sont tenus par des capitaux américains ou australiens, mais derrière les Américains en fait. Alors je ne parle pas des laboratoires d'analyse médicale, à 85% tenus par ce capital américain. Donc ça explique quand même en grande partie la crise que l'on connaît aujourd'hui. Alors tout ça, évidemment, avec une couverture idéologique, on dirait propagande, qui a été très forte sous les termes, par exemple, de nouvelle gouvernance. Dans les boîtes, on entend souvent nouvelle gouvernance. Et là aussi, il y a des caractéristiques très précises de ce que c'est que la gouvernance. Le repli sur le cœur du métier. On a entendu parler de ça. Ou encore externalisé, etc., etc., etc. Avec le comble du cynisme qui consiste à dire les entreprises étrangères viennent en France, c'est une preuve de l'attractivité de la France. Donc, du coup, on perd évidemment à peu près 1000 milliards de chiffre d'affaires par an. 1000 milliards de chiffre d'affaires par an. Bon, alors, il y a tout cela, toujours sur le plan idéologique, l'invention d'un environnement délétère qui crée l'incertitude dans la population, qui devient extrêmement inquiète, et on voit les dérives que ça entraîne. Auxquelles s'ajoute, et ça je pense que là vous connaissez bien l'affaire, le contournement des expressions démocratiques, en particulier dans les entreprises, les publics ou privés. Donc, on retrouve cela d'ailleurs dans les associations, dans la gestion des associations qui sont de plus en plus tenues par l'État. Bien. Donc on s'en va, disons-le, vers un sous-développement si on se laisse faire. Disons-le, on est devenu, pour qui connaît les pays sous-développés ou a travaillé là-bas, on est, comment dirais-je, devenu une colonie américaine. Faut pas se leurrer. Il faut le dire. Et donc, il faut mettre en place des structures, des combats qui permettent effectivement de reculer. Cela dit, c'est pas parce qu'on a une pression comme cela sur la France ou sur d'autres pays européens qu'il faut se laisser faire. Malgré l'atmosphère un peu délétère actuelle, il y a des possibilités d'avancer. Je vais prendre l'exemple de l'imagerie médicale. En France, il y a environ 250 entreprises dans ce domaine-là, à peu près 40 000 salariés, 1600 chercheurs. Alors, quand je dis 250 entreprises, mais elles sont maintenues dans des marchés de niche, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a là de quoi des entreprises sur lesquelles on peut se reposer pour remonter effectivement les entreprises de style compagnie générale de radiologie. Pour remonter une compagnie générale de radiologie aujourd'hui, il faudrait à peu près, selon nos calculs, 1 milliard. C'est rien. Donc c'est possible, mais là il faut une mobilisation de la population qui soit extrêmement importante. Bien. Il faut bien entendu dans ces cas-là
pousser à des technologies adaptées à la politique française, de la médecine et des soins. On oublie tout. On parle toujours de la médecine, mais il faut oublier tout le travail infirmier, aide-soignante, etc. Là, il y a des recherches de développement très importants à faire. Il faut proscrire les achats sur étagère autant que possible. Pourquoi? Parce que les achats dans des grandes entreprises, par exemple en radiologie, fait qu'on est obligé d'acheter des appareils qui sont énormes, qui ne correspondent pas exactement aux besoins de nos médecins, et souvent on est obligé de racheter des compléments qui coûtent extrêmement cher, et qui plus est, comme ce sont des entreprises internationales, en termes de maintenance, c'est très compliqué de faire réparer les appareils. Pourquoi? Parce qu'il faut faire venir un technicien de l'autre côté de la Terre, ou je ne sais où, pour faire réparer, et en plus le coût de la maintenance est élevé. Alors, nous avons même actuellement 4 enjeux technologiques qu'il faut relever. Premièrement, il faut, sur le plan technologique, penser au télescopage entre le diagnostic et l'interventionnel. Par exemple, je connais une entreprise, une petite entreprise qui a créé un appareil qui est un peu plus gros que ça, qui ressemble à un gros stylo, et qui fait du diagnostic et de la thérapie en radiologie. Autrement dit, ce genre d'appareil pourrait être distribué aux médecins libéraux. Ce qui fait que ça permettrait une diminution des coûts extrêmement importante. Eh bien, sachez que le ministère n'a pas voulu reprendre cet appareil-là, et du coup, la PME a été obligée de vendre l'appareil à des Chinois. Je pourrais multiplier ce genre d'exemples. Je disais tout à l'heure que l'achat de gros appareils, ça entraîne une hypertrophie des plateaux techniques dans les hôpitaux. Il y a aussi, autre élément, c'est la numérisation croissante, et là, on n'a pas tellement la maîtrise. Et puis, quelque chose qui est peu fait, c'est la miniaturisation et la rapidité des appareils. Et ça, c'est pas du tout encouragé par le ministère, et pourtant, ça serait un moyen important pour couvrir les besoins de santé. Alors, il y a quand même des syndicalistes qui ont relevé le défi, et je parle là d'un groupe de chercheurs-développeurs de la CGT à Grenoble, qui appartiennent au groupe Thales, qui se sont battus pendant 12 ans pour justement développer des projets, des grands projets qu'ils ont portés au niveau du CSF, c'est-à-dire du comité stratégique de filière. Alors, quand ils ont porté ce projet, qui est ficelé, qui est très bien fait, avec tout le monde est d'accord, les élus politiques, les PME, etc., ils étaient tous d'accord pour faire non pas une nouvelle entreprise, mais une coopérative, c'est extraordinaire. Eh bien, ça a été bloqué au niveau de l'Élysée. Alors, ils ont créé une commission, et qui est-ce qu'ils ont mis à la tête de la commission? Quelqu'un de General Electric. Bon. Alors, vous voyez qu'il y a un freinage, finalement, du progrès que l'on pourrait faire en France. Bien, alors, quels sont les moyens à mobiliser? Il faudrait créer une nouvelle CGR, avec des créations de centres d'innovation technologique, parce que sachez qu'en France, on n'est plus capable de faire du prototypage. On est obligé d'aller en Suisse pour le faire. Enfin, il faut arrêter le bradage des startups, il faut démocratiser les structures hospitalières. Alors, je ne vais pas détailler ça, mais vous l'avez dans ce bouquin, des propositions de démocratisation profonde des hôpitaux publics. Il faut la création d'un service de recherche-développement dans les hôpitaux importants, avec un rétablissement des relations industrie et monde médical et de soins. Et puis se pose le problème de la numérisation
tant qu'on n'aura pas des usines de puces, il est illusoire de vouloir maîtriser le système d'information. Bien. Alors je rappelle qu'il y en avait une à l'époque qui a été vendue aux Américains. Alors quelle conclusion? Bien, il faut qu'on regagne notre souveraineté d'une manière ou d'une autre. Alors, sur le thème de l'Europe, je ne crois pas beaucoup pour le moment, mais ça sera une discussion. Et ceci à tous les étages, et surtout une démocratisation. Lutter pour une démocratisation à tous les étages, dans les entreprises, dans les associations, etc., etc. Parce que si on ne prend pas la base au niveau local, eh bien, on n'arrivera pas à grand-chose. Ce n'est pas par l'intermédiaire du sommet qu'on arrivera à quelque chose. Voilà, excusez-moi, j'ai dépassé. Merci vraiment.